les grossesses multiples. Alors déjà, il faut savoir que c'est une grossesse à haut risque obstétrical. Pourquoi? Parce que le taux de prématurité est augmenté. Et qui dit prématurité va dire complications de la prématurité, morbidité néonatale, morbidité fœtale, complications à court et à long terme. Donc d'où l'importance déjà d'un diagnostic échographique précoce pour une prise en charge précoce, donc une surveillance précoce donc de tout ce qui est longueur du col, donc peut-être prévoir un cerclage thérapeutique ou un traitement d'un début de menace, de dépister les retards de croissance intra-utérin. Pourquoi? Parce que les grossesses gemellaires, généralement, quelquefois, il y a ce qu'on appelle une pathologie où il y a ce qu'on appelle, c'est un syndrome qui est appelé syndrome transfusaire transfusé. Il va y avoir un fœtus qui va être un peu dans la macrosomie et un fœtus qui va être plus dans le retard de croissance. Euh, et donc ça, c'est un syndrome qu'il est bien de diagnostiquer, qu'il est très très important de diagnostiquer en anténatal, parce qu'en principe, il y a ce qu'on appelle, il y a un traitement pour ça. Après, malheureusement, en Algérie, il n'y a pas beaucoup de centres où ils traitent ça, malheureusement. C'est bien de faire le diagnostic précoce. Pourquoi aussi? Parce que la surveillance, ce n'est pas la même selon le type de grossesse gemellaire, parce qu'il y a les grossesses gemellaires monoamniotiques, les grossesses monocoriales, bicoriales, monoamniotiques, biamniotiques. Donc, ces grossesses-là vont avoir une fréquence de surveillance qui va être différente. Pourquoi? Parce que les risques pour les fœtus ne sont pas les mêmes, que ce soit mono ou que ce soit monocorial, bicorial, monoamniotique, biamniotique. Voilà, donc généralement le diagnostic de tout ce qui est choriocité et combien de sacs amniotiques il y a, surtout la choriocité, il se fait au premier trimestre. Donc, il est important de demander aux patientes de toujours consulter un gynécologue dès le premier trimestre pour faire l'écho précoce. Et c'est à ce moment-là qu'on peut savoir exactement c'est quoi le type de grossesse gemellaire. Parce qu'une fois que les bébés sont gros, là, c'est pas évident de faire la part des choses. Voilà. Le taux de grossesse multiple a augmenté. Pourquoi? Parce que c'est à cause des techniques de PMA. Parce qu'il faut savoir que lors des PMA, c'est procréation médicalement assistée. Donc, avec l'augmentation du taux d'infertilité du nombre de couples infertiles, donc avant, il n'y avait pas de solution pour ces couples-là, mais maintenant, avec le progrès de la PMA, de la procréation médicalement assistée, il y a beaucoup de couples qui peuvent avoir accès à ces méthodes. Et dans le protocole de ces méthodes, généralement, on met 2 embryons dans la cavité utérine. Donc, 2 embryons, ça veut dire que pourquoi on met 2? Pourquoi? Pour augmenter le taux de grossesse. Après, s'il y en a un seul qui tient, c'est pas grave, mais s'il y en a 2, c'est pas grave aussi. Mais il est interdit de mettre plus que 2 parce qu'à partir de 2, les complications, elles sont beaucoup plus fréquentes. Donc, les grossesses triplées, quadruplées, etc., les complications, elles sont beaucoup plus fréquentes que les grossesses gemellaires. Plus il y a de fœtus, vous allez comprendre, c'est logique, plus il y a de fœtus, plus l'utérus est distendu et plus il y aura de complications. Donc, plus les bébés seront plus petits que la normale, plus il y aura Docteur, d'accouchements s'il vous prématurés, plaît, etc. Oui? je m'excuse. Il y a une demande à accepter. Donc c'est Ah, super, super, je vais accepter tout de suite. Parfait. merci à vous. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, comme on a dit, voilà, donc les techniques de PMA ont fait que le nombre de grossesses multiples a augmenté. Voilà. Alors, la définition, donc, la classification va se faire en fonction de la zygotie. Donc, on a les grossesses gemellaires dizygotes. On va voir 2 ovules qui ont été fécondés séparément par 2 spermatozoïdes différents. Donc là, elle est toujours bicoriale, biamniotique. Donc, voilà, ça c'est important à savoir parce que c'est à partir de là qu'on va avoir, donc on va pouvoir classer notre grossesse gemellaire. Généralement, il n'y a pas d'anastomose vasculaire entre les 2 circulations. Donc, ce sont ce qu'on appelle communément de faux jumeaux. Leur fréquence donc varie en fonction du taux de FSH. Pourquoi taux de FSH? Parce que c'est la FSH qui stimule la folliculogénèse.
Donc, les femmes qui ont généralement une FSH voilà, qui est un petit peu augmentée, c'est pour ça que généralement, c'est un petit peu génétique. Il y a des familles qui font des GG, il y a des familles qui en font, voilà, il y a des familles chez lesquelles on a la tante, la sœur, etc., qui fait une GG, où la patiente a plus de chances de faire une GG. Et ils ont remarqué que dans les populations africaines, et selon l'âge, et avec les inducteurs de l'ovulation, tout ça, c'est des facteurs qui vont faire qu'il y aura une augmentation du risque de faire une grossesse gémellaire. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'est les grossesses gémellaires dizygotes. Donc, on va avoir 2 ovules fécondés par 2 spermatozoïdes. Ensuite, on a les grossesses gémellaires monozygotes, où on va avoir un ovule fécondé, donc un ovule, un spermatozoïde, mais qui s'est dédoublé. Donc, c'est presque un accident. Et là, on va avoir des vrais jumeaux. Ça veut dire que les 2 fœtus vont avoir le même matériel génétique. Donc, et là, selon le moment où c'est fait, donc le dédoublement, on peut avoir une bicoriale biamniotique, on peut avoir une monocoriale biamniotique, on peut avoir une monocoriale monoamniotique. Donc, la classification est fonction surtout de la chorionicité. Donc, quand on a 2 placentas, 2 poches amniotiques, c'est une bicoriale biamniotique. Quand on a un placenta et 2 poches amniotiques, c'est une monocoriale biamniotique. Quand on a un placenta et une poche amniotique, c'est une monocoriale monoamniotique. C'est une nomenclature qui, je pense là, vous allez avoir l'impression que c'est un peu compliqué, mais c'est très très simple. Un placenta monocorial, 2 placentas bicorial. Mono, bi, c'est logique. Ensuite, comme on a dit plus haut, les dizygotes sont toujours bicoriales biamniotiques parce que ce sont 2 ovocytes fécondés séparément par 2 spermatozoïdes différents. Donc ça, on ne peut pas avoir un seul placenta, c'était 2 ovocytes différents. Les grossesses monozygotes peuvent se présenter sous forme des 3 types anatomiques. Et le type anatomique rencontré va dépendre de l'âge de l'œuf au moment de sa division. Voilà, donc là, on a des schémas pour que vous compreniez. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'échographie du premier trimestre. Donc, comme je vous ai expliqué, le diagnostic de la grossesse multiple, ça se fait au premier trimestre. Parce que plus les bébés vont être gros, plus il va être difficile de faire la part des choses. C'est vrai que la membrane amniotique, elle est un petit peu difficile à voir, mais on y arrive souvent. Mais pour savoir est-ce qu'il y a un seul ou 2 placentas, c'est surtout au premier trimestre. Donc, il doit être fait le plus précocement possible. Et, et des fois, il y a des patientes qui consultent parfois à un terme un peu avancé, qui ont une grossesse triplée et où le gynécologue peut passer à côté de ça. Pourquoi? Parce qu'avec l'échographie, il faut savoir que ce n'est pas une photo directe de l'intérieur de l'utérus, donc c'est mobile. Et là, il peut avoir l'impression qu'il y a seulement 2 fœtus alors qu'il y en a 3. C'est pour ça que c'est important de faire l'échographie très précocement. Pourquoi? Parce qu'on fait la part des choses quand ils sont tout petits, parce qu'on arrive à les voir les 3 en même temps. Dès lors où on n'arrive pas à les voir tous en même temps, là, on peut faire une erreur de calcul. Donc, l'échographie du premier trimestre va permettre la datation précise de la grossesse, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il est fondamental de connaître l'âge gestationnel sans ambiguïté pour le suivi de ces grossesses. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment à risque de prématurité et de retard de croissance intra-utérin. La distinction entre une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique et une monocoriale biamniotique est importante à faire au premier trimestre de la grossesse parce que le diagnostic, donc, comme je vous ai dit, après 15 semaines, il est difficile de faire. Pourquoi? Parce que généralement, il n'est pas évident d'avoir les 2 ou 3 bébés, les 2 dans la même coupe. Donc, dès lors où on commence à bouger, on peut faire une erreur. Le facteur pronostic de la grossesse gémellaire, donc il faut savoir que les bicoriales biamniotiques sont de meilleurs pronostics. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risque de syndrome transfuseur-transfusé. Ce sont 2 bébés qui sont complètement séparés, qui ont chacun son propre placenta, chacun sa propre poche amniotique. Donc, il n'y a pas de communication entre eux. Les 2 grandissent séparément via leur placenta, contrairement aux bébés qui ont un seul placenta. Et parfois, dans ce placenta-là, il y a des petites communications artério-veineuses entre un fœtus ou un autre. Et cette communication artério-veineuse, c'est comme une fistule artério-veineuse, va faire qu'il y aura un bébé qui va
être beaucoup plus gros, avoir un hydramnios, un bébé qui va plus être en retard de croissance et en oligamios. Et cette pathologie-là, si on la laisse trop évoluer, si elle commence précocement, ça peut donner une MIU des deux bébés. Voilà. Donc, la chorionicité va modifier le pronostic et la prise en charge euh, des GG. Et voilà, s'il y a une MIU, il faudra rapidement prendre en charge le deuxième jumeau. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a un risque de lésion neurologique surtout sur le deuxième jumeau. Voilà. Donc, voilà, le fait aussi qu'on ait diagnostiqué une GG précocement, s'il y a liste d'un jumeau, si la patiente fait des petites métroragies au début enfin, à la fin du premier trimestre, et qu'on fait une échographie et qu'on réalise qu'il y a un seul embryon, là, on comprend d'où viennent ces métroragies. On a compris qu'elle a fait une liste d'un des jumeaux, c'est-à-dire qu'il y a un des jumeaux, donc la grossesse s'est arrêtée accidentellement, généralement, et là, on a trouvé le diagnostic étiologique de cette métroragie. Donc là, je vous ai pris une image échographique d'une grossesse gémellaire. Donc, comme vous voyez, il y a deux sacs, deux poches. Et là, ce que vous voyez là, le petit signe qui est montré par la flèche jaune, c'est ce qu'on appelle le signe du lambda. C'est la preuve qu'il y a, donc c'est grâce à ça qu'on fait le diagnostic de la chorionicité. Et donc là, quand il y a ce signe-là, ça veut dire que c'est une bichorielle. Alors, les grossesses multiples de rang supérieur ou égal à 3. Donc, comme je vous ai expliqué plus haut, plus il y a de fœtus, plus il y a de risques. C'est pour ça qu'il est interdit en PMA de mettre plus de 2 fœtus, parce que si on en met plus, c'est une erreur médicale. Si lors d'une induction, la femme fait une grossesse de plus qu'une GG, aussi, c'est une erreur, parce qu'en principe, lorsqu'on fait une induction d'ovulation, dès lors où on voit plus de 2 follicules matures, on demande à la patiente de ne pas faire de rapport. Donc, on préfère gâcher, on va dire, ces 2 ovocytes, cette ovulation avec ces 3 ovocytes, plutôt que prendre le risque de faire une grossesse triplée. Pourquoi? Parce qu'on sait que la grossesse triplée, souvent, elle va finir avec un accouchement prématuré et euh, souvent, il y a des complications, que ce soit des malformations ou des décès néonataux. Voilà, donc ça résulte d'une plurizygotie et ou de division successive d'un œuf unique. Après ça, c'est très très rare aux différents stades de son développement. Toute association de type anatomique placentaire est donc possible. Donc, ça peut être une mono, avec chacun, tous avec un seul placenta, chacun sans placenta, tout est possible. Les anomalies de configuration placentaire et d'insertion funiculaire sont d'autant plus fréquentes. Donc, l'insertion funiculaire, c'est l'insertion du cordon ombilical. Donc, plus il y a de fœtus, plus il y aura d'anomalies d'insertion. C'est logique. Docteur, s'il vous plaît, une autre Oui, demande. oui. Ah, Il y a une d'accord, il n'y a demande. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme on a dit, plus il y a de fœtus, plus il y aura de risques d'anomalies d'insertion funiculaire. Les facteurs de risque, c'est quoi les facteurs de risque des grossesses multiples? Là, pas spécialement des grossesses gémellaires. Donc, on a l'origine ethnique. Pourquoi? Parce ils ont remarqué que chez les femmes noires, beaucoup plus d'origine africaine, c'est des patientes qui ont souvent une FSH qui est un petit peu augmentée. Donc, on va avoir un nombre de follicules recrutés qui va augmenter. Et donc, on va avoir des patientes qui font, lors d'un seul cycle, elle peut avoir plusieurs ovulations, souvent 2. Si elle a 2 ovulations lors du même cycle, là, c'est plus logique. Donc là, elle va faire une grossesse gémellaire. L'âge maternel, âge extrême, pourquoi? Parce que généralement, c'est toujours dû au trouble justement de l'ovulation. Généralement, les femmes, les femmes, on va dire, vers la quarantaine, c'est presque le début de la ménopause. Si elles ont encore une réserve folliculaire qui augmente, Docteur, qui est présente, oui, encore une fois, il y a une demande. On d'accord, s'excuse, franchement. il n'y a pas de souci.
Très bien. Donc, on a dit les origines ethniques, les âges maternels, les âges extrêmes, parce que les âges extrêmes, femmes très jeunes et femmes assez âgées, généralement, on a des troubles hormonaux qui peuvent être cause d'ovulation multiple. La multiparité, quelques facteurs, les facteurs héréditaires, les grossesses induites. Pourquoi? Parce que comme on a dit, les grossesses induites, voilà. Donc là, ils ont estimé que 2 tiers des grossesses triplées et la quasi-totalité des grossesses quadruplées ou plus sont obtenues après un traitement de la stérilité, méthode d'AMP. Et là, généralement, ça veut dire que c'est une patiente qui n'a pas été bien suivie parce qu'on donne des traitements pour induire des ovulations. Et en principe, on surveille la patiente vers J11, on lui fait une échographie, on vérifie combien de follicules ont été recrutés. C'est-à-dire combien de follicules ont assez grandi pour donner une ovulation. Et si on trouve qu'il y a plus de 2 ovocytes qui vont probablement avoir une ovulation, donc qui vont probablement être expulsés, on interdit à la patiente, on arrête le cycle, on interdit à la patiente de faire des rapports. Et après, bien sûr, si on a une patiente qui n'est pas disciplinée ou qui n'est pas partie faire son contrôle, qui a pris son traitement inducteur, qui n'est pas partie faire son contrôle, là, elle va avoir 3 à 4 ovulations. Elle va faire son rapport, elle risque de faire une grossesse triplée, quadruplée, voire plus. Donc, ce n'est pas un miracle de la nature, ce n'est pas quelque chose de bien. Au contraire, c'est une erreur, c'est préjudiciable, que ce soit pour la maman qui risque de faire une hémorragie de la délivrance, une rupture utérine, que pour les bébés qui vont probablement naître en prématuré, qui vont être plus petits que la normale. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien. Il ne faut pas se réjouir quand on trouve des grossesses multiples. Voilà. Le diagnostic positif, bon, déjà à l'interrogatoire, on va chercher des facteurs de risque. L'examen clinique, généralement, lors de l'examen clinique, les signes fonctionnels, on a une augmentation des signes sympathiques. Pourquoi? Parce que pour les grossesses multiples, on a une augmentation du taux de bêta-HCG, parce que le placenta est plus gros, donc on va avoir automatiquement une augmentation des signes sympathiques. À l'examen clinique, bien sûr, vu qu'il n'y a pas qu'un seul bébé, on va avoir une augmentation du volume utérin. Donc, lors de la prise de la hauteur utérine, on va voir que la hauteur utérine est beaucoup plus augmentée que la normale. On peut percevoir plusieurs pôles fœtaux lors de la palpation utérine, bien sûr en dehors des contractions. L'auscultation, on peut trouver plusieurs foyers. Voilà. Ensuite, après, surtout, c'est l'échographie au premier trimestre, comme dit plus haut, qui va pouvoir faire le diagnostic exact. Voilà. Parfois, l'examen clinique est gêné par l'excès de liquide amniotique, donc rendant nécessaire le recours à des examens complémentaires, surtout l'échographie. La biologie, donc comme je vous ai dit, il y a une augmentation du taux de bêta-HCG par rapport au terme présumé de la grossesse, qui n'est qu'un élément d'orientation. Donc ça, on ne le cherche même pas, parce que généralement, avec l'échographie, on fait le diagnostic. Donc voilà, le diagnostic échographique au premier trimestre. Et bien sûr, tout au long de la grossesse, on va chercher les signes de complications. Voilà. Après, il faut savoir, comme je vous ai dit, les grossesses monocoriales, comme il y a plus de risques de syndrome transfuseur-transfusé, des grossesses qu'on va plus surveiller, surtout au troisième trimestre, à partir du terme de viabilité du bébé. À partir du terme de viabilité des bébés, on commence à les surveiller parfois jusqu'à tous les 15 jours. Pourquoi? Pour dépister rapidement les complications. C'est quoi les complications? Alors, les complications des grossesses gémellaires. Donc, au cours de la grossesse, on a tout ce qui est retard de croissance intra-utérine, prématurité, hypertension artérielle gravidique, qui sont beaucoup plus fréquents dans les grossesses multiples que dans les grossesses uniques. Alors, en conséquence, donc on va avoir une augmentation de la mortalité périnatale. Ensuite, on a les complications maternelles. On a tout ce qui est syndrome vasculo-rénal, pathologie donc syndrome vasculo-rénal, il est 3 à 5 fois plus fréquent en cas de grossesse multiple. Donc, la conduite à tenir est exactement la même que pour la grossesse multiple. Les pathologies infectieuses, on a tout ce qui est infection urinaire, augmentation du nombre de pyélonéphrites. Pourquoi? Parce que l'utérus va, vu qu'il est plus gros, il va plus appuyer sur les uretères, donc on va avoir plus d'hydronéphrose. Et donc, voilà, on a une augmentation du taux de pyélonéphrite. Pour le syndrome vasculo-rénal, donc quand on va vous faire le cours HTA et grossesse, quand on va vous expliquer la physiopathologie de l'HTA gravidique, vous allez comprendre pourquoi les GG font plus de syndrome vasculo-rénal, de prééclampsie, d'HTA gravidique. Alors, l'HTA gravidique, d'où ça vient? Ça vient d'une mauvaise
donc une mauvaise perfusion du bébé. Donc, dès lors où le bébé ne reçoit pas assez de sang, il va y avoir une libération donc de substances pour augmenter le débit sanguin et donc augmenter la tension artérielle. Et donc, logiquement, quand il y a deux bébés, on va avoir besoin du double du débit. Donc, quand il y a deux bébés, il y a un besoin du double du débit. Donc, il va y avoir une libération de ces facteurs-là pour augmenter le débit. Par quoi? En augmentant la tension artérielle maternelle. Donc, la pathologie, ce n'est pas l'HTA. La pathologie, elle est placentaire. C'est le besoin en sang du bébé qui fait qu'il y a cette pathologie-là. D'ailleurs, le traitement de l'HTA, les antihypertenseurs, c'est un traitement symptomatique, ce n'est pas un traitement étiologique. Le seul traitement étiologique qu'il y a, c'est l'accouchement, la délivrance. Voilà. Après là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un cours à part qu'on va vous expliquer comme il faut quand on va vous le faire. Donc, les syndromes vasculo-rénaux, le taux va augmenter. Les pathologies infectieuses vont augmenter, surtout les infections urinaires. Les anémies, c'est logique parce qu'on va avoir, voilà, donc il va avoir une augmentation de la consommation du fer et des folates parce qu'on a deux bébés qui vont grandir, donc le double des besoins énergétiques, double des besoins en vitamines, double des besoins en fer. Et voilà. Donc, généralement, on donne un traitement préventif. Donc, on ne va pas attendre que l'anémie s'installe. Dès le deuxième trimestre, on met la patiente sous folate et sous fer pour éviter l'apparition d'une anémie. Ensuite, on a l'insuffisance veineuse. C'est tout ce qui est varices, que ce soit des varices utérines, ça existe, ou autres, ou des membres inférieurs. Et là, généralement, c'est dû à l'augmentation du volume utérin. Et il y a aussi les phénomènes hormonaux, etc. Ça aussi, ça joue un rôle dans la genèse des varices. Ensuite, on a les complications ovulaires. C'est-à-dire les complications ovulaires, on a la prématurité, le retard de croissance, les placentas prévia. Pourquoi placenta prévia? Parce que plus il y a de bébés, plus le placenta est gros. Et plus le placenta est gros, plus il y a de risques qu'il soit en prévia. Voilà. L'isoimmunisation rhésus, on a les malformations fœtales, les pathologies chromosomiques, lisse de jumeaux, jumeaux conjoints. Jumeaux conjoints, c'est voilà, c'est ou fœtus acardiaque. Ça, vous pouvez voir sur Google pour voir les images. C'est quand il y a une anomalie de la division. C'est-à-dire la division commence, ne se termine pas, et là, on va avoir des jumeaux conjoints. Syndrome transfuseur-transfusé, fœtus in fœtus. Alors, fœtus in fœtus, c'est une pathologie qui est rarissime où on va avoir presque, c'est comme une. Alors, comment on appelle ça? Voilà, c'est comme si c'est comme un fœtus qui va phagocyter un deuxième fœtus. Généralement, ça, c'est quelque chose qui est très, très rare, qui a été décrit 2 ou 3 fois. Et voilà, c'est rarissime. C'est une complication des grossesses multiples. Le syndrome transfuseur-transfusé qui n'est pas si rare que ça. Les MIU d'un jumeau. Ensuite, ça, c'est les complications de toutes les grossesses multiples ou grossesses gemellaires. Après, on a des complications spécifiques selon les types de grossesses gemellaires. Donc, les grossesses monozygotes, comme je vous ai expliqué, il y a plus de syndrome transfuseur-transfusé. Pourquoi? Parce que le syndrome transfuseur-transfusé, il est dû à une communication artério-veineuse dans le placenta. Donc, quand il y a un seul placenta, il y a plus de cette pathologie, mais quand chacun a son propre placenta, ce n'est pas possible. Ensuite, on a les MIU, les malformations, qui sont beaucoup plus fréquentes dans les grossesses monozygotes. Ensuite, les complications spécifiques des grossesses monoamniotiques. C'est-à-dire que les deux sont dans le même sac amniotique. Là, on a un taux beaucoup plus élevé de malformations fœtales, de menaces d'accouchement de jumeaux conjoints. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même poche. On a aussi le risque de mort in utero. Pourquoi? Parce que les deux cordons, ils ont tous les deux leurs cordons. Après, quand ils bougent dans la poche, parfois il y a un enroulement des cordons. Et quand il y a un enroulement des cordons, il peut y avoir un arrêt de la circulation du sang dans les cordons utérins. Et donc, on peut avoir une MIU, une patiente qui vient comme ça sans symptomatologie, on réalise qu'elle a fait sa MIU. C'est plus fréquent dans les grossesses monoamniotiques. Là, c'est des images, ça, c'est ce qu'on appelle un jumeau acardiaque. Voilà.
ça ressemble à ça. C'est une malformation du deuxième jumeau qui ne va pas avoir, qui va juste avoir un début de tronc et des jambes et pas de cœur, pas de pôle céphalique. Voilà, ça c'est fœtus in fœtus. Comme je vous ai dit, c'est des pathologies, c'est quelque chose qui est rarissime, hein. Donc là, c'est tout ce qui est défaut de division. Donc quand il y a une anomalie lors de la division, donc ça nous donne ça. Ensuite, le syndrome transfuseur-transfusé, c'est la principale complication spécifique des GG monozygotes. Donc, là, j'en ai beaucoup parlé. Donc, 10 à 15% des grossesses monocoriales, surtout, donc exclusivement en cas de monocorial biamniotique, souvent, exceptionnellement monoamniotique. C'est une conséquence d'échanges asymétriques entre les deux circulations d'une grossesse monocoriale biamniotique. Il y a un fœtus qui est transfuseur qui reçoit un apport sanguin insuffisant. Donc, l'apport sanguin qui devrait partir vers ce fœtus qui va être en retard de croissance va partir vers l'autre fœtus qui va être en macrosomie. Donc, souvent, il y a le décès d'un premier. Souvent, c'est le fœtus qui fait un retard de croissance intra-utérin sévère qui va faire sa MIU. Mais il peut y avoir une MIU du deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième va recevoir trop de sang. Il risque de faire une défaillance cardiaque. Voilà. Ça, c'est une image pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. En principe, c'est une pathologie qui a un traitement. Ça se fait en principe dans un centre spécialisé. Ça consiste en quoi? Ça consiste à aller scléroser ces communications, tout simplement. Donc, arrêter la communication artério-veineuse qui va se faire entre les deux fœtus. Après ça, chez nous, ça ne se fait pas. Donc, complications au cours de l'accouchement. Donc, au cours de l'accouchement, on a ce qu'on appelle la dystocie dynamique. C'est quoi la dystocie dynamique? C'est quand elle est fréquente. Pourquoi? À cause de la surdistension utérine. C'est-à-dire que l'utérus ne va pas bien se contracter parce qu'il est trop surdistendu. Ensuite, on a le risque de souffrance fœtale, surtout sur le deuxième jumeau, d'anomalies de la présentation. Souvent, c'est des présentations donc, transversales, podaliques. Souvent, on a besoin de faire une grande extraction du siège. Ça veut dire que quand le premier bébé sort, il faudra aller chercher nous-mêmes le deuxième bébé, donc introduire la main à l'intérieur de la filière génitale féminine et aller chercher ce bébé pour le faire sortir rapidement avant qu'il nous fasse une souffrance. On a ce qu'on appelle l'accrochage des fœtus. Ça, c'est surtout pour les monocoriales monoamniotiques. Généralement, c'est quand le premier est en siège et le deuxième encéphalique. Donc, on va avoir un accrochage des mentons. Les deux têtes sont l'une face à l'autre, on va avoir un accrochage des mentons. C'est une pathologie de pronostic très sévère. C'est pour ça que généralement, les monocoriales monoamniotiques, c'est une césarienne. Il n'y a pas à se faire, à essayer une voie basse. C'est une césarienne, on ne prend pas de risque. On a le risque donc d'autres risques, collision, compaction, impaction. Ça, c'est quand. Alors, c'est un phénomène mécanique. C'est généralement quand on a des bébés qui sont en monocorial, monoamniotique, ça veut dire dans la même poche. Alors, parfois, les deux vont aller s'engager en même temps. Et là, c'est pas possible qu'ils s'engagent. Parfois, il y en a un qui commence à s'engager et l'autre qui l'empêche, qui va être juste au niveau des cuisses ou juste avant la tête. Et là, toujours, il va empêcher le premier jumeau donc de s'engager et donc l'accouchement. Parfois, donc c'est un accouchement qui se passe bien, ça commence, ça descend, etc. Et puis d'un coup, ça se bloque. Voilà, les monstres doubles, bon, c'est un terme qui est un petit peu péjoratif, mais voilà, c'est un terme qui est encore utilisé. C'est tout ce qui est défaut donc, de division lors du premier trimestre et ça nous donne donc tout ce qui est, voilà, on appelle ça communément tout ce qui est frère siamois ou etc. C'est quand les deux bébés ne finissent pas leur division, donc restent accolés par une partie de leur corps. Ça peut être par les membres inférieurs, ça peut être par le tronc, ça peut être par les membres supérieurs. Ça dépend d'à quel moment la division s'est bloquée. Voilà, donc ensuite on va passer à l'accouchement. Alors l'accouchement, il se fait en plusieurs temps. Comme je vous ai expliqué, généralement, on autorise l'accouchement pour les grossesses bicoriales biamniotiques. Oula, et pas. Alors on est là. Donc généralement, c'est surtout pour les bi qu'on va laisser là un accouchement normal.
Les monoamniotiques, on les césarise. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait 2 poches amniotiques. Donc, généralement, souvent, le premier est souvent en présentation céphalique. Et là, l'accouchement se fait tout à fait de la même manière que l'accouchement d'une patiente qui présente une grossesse singleton, donc une grossesse monofétale. Euh, Après, il y a une plus grande une plus grande fréquence de procidence du cordon et d'anomalie de dilatation. Anomalie de dilatation, c'est normal parce que l'utérus, il est distendu, donc les contractions, elles ne sont pas aussi bonnes que pour une grossesse avec un seul fœtus. Les procidences du cordon, voilà, ils ont remarqué, c'est quoi la procidence du cordon? C'est quand le cordon sort en premier, avant que la tête ne commence à sortir. Et vous imaginez bien que si le cordon est sorti, lors des contractions, il va y avoir un arrêt donc, de la circulation, donc un arrêt de la circulation du sang, et le bébé va faire une souffrance. Donc la procidence du cordon, c'est une indication pour une césarienne en urgence. Ensuite, si c'est une présentation siège ou transverse, généralement, on fait une césarienne prophylactique. Cependant, le CNGOF, c'est quoi? C'est le Collège national des gynécologues obstétriciens français. Ils ont fait plusieurs études. Ils ont conclu qu'on peut accepter une voix basse pour un premier jumeau qui est en siège. Que voilà, c'est pas une règle. C'est pas une règle, voilà, c'est pas interdit à moins qu'il soit en transverse. Là, c'est sûr qu'elle va pas accoucher, mais on peut tenter, surtout quand c'est une patiente, c'est une grande multipare, une patiente qui a déjà accouché. Donc, on sait il va pas y avoir de problème donc de contraction, que le bassin est perméable, donc le bébé va bien passer. On peut tenter donc un accouchement d'un premier jumeau, même s'il est en siège. Voilà. Ensuite, donc, dès que le premier bébé est venu, c'est bon, on a fait l'accouchement du premier bébé. Il y a une phase qui s'appelle une phase de rémission. Donc, c'est une petite phase de repos. C'est une phase qui ne doit pas trop tarder parce que plus on tarde, plus on risque de faire que le deuxième jumeau souffre. Donc, ça doit être assez rapide. Donc, on attend quelques secondes. Ensuite, on relance le syntocinon pour qu'elle accouche du deuxième jumeau. Donc, le troisième temps, c'est l'accouchement du deuxième jumeau. Là, on a 2 attitudes possibles. Soit c'est une attitude peu ou non interventionniste. Là, c'est surtout en cas de présentation céphalique. C'est-à-dire, si le deuxième bébé est encéphalique, on reprend les contractions, on redemande à la patiente de pousser et ça se fait exactement tout comme un accouchement d'une patiente qui a un seul bébé. Donc, elle pousse et le bébé sort tout seul. Après, l'attitude interventionniste, ça se fait en cas de présentation non céphalique. C'est-à-dire, si c'est un siège ou un transverse, là, il ne faut pas attendre et demander à la patiente de pousser. Là, généralement, souvent, on fait ce qu'on appelle la grande extraction du siège. C'est quoi? C'est on introduit notre bras à l'intérieur de la filière génitale féminine. On va aller chercher les 2 pieds du bébé ou un pied. Après, idéalement, c'est les 2 pieds. Et on va aller les tirer, le dos en avant, toujours le dos en avant, on tire, et on sort nous-mêmes notre bébé. Voilà. Après, tout ce qui est manœuvre du siège, je préfère que vous les fassiez lors du cours présentation du siège. Il va beaucoup plus vous les expliquer beaucoup plus en détail, docteur Galès. Voilà, donc là, c'est juste un petit rappel. Alors, le quatrième temps, donc, une fois que le deuxième jumeau est là, il faut savoir que les grossesses de plus de 2 jumeaux, c'est césarienne prophylactique. D'accord? Il n'y a pas d'accouchement voix basse, c'est césarienne prophylactique. Mais quand c'est juste des jumeaux, là, on peut tenter l'accouchement. Donc, lorsque le deuxième jumeau est là, c'est la délivrance. Il faut savoir que le risque hémorragique est augmenté. Pourquoi? Parce que généralement, c'est un travail qui va être plus lent, parce qu'il y a une surdistension utérine. Donc, souvent, il y a une atonie, ce qu'on appelle une atonie, ça veut dire que l'utérus ne va pas reprendre sa place. Donc, il faut savoir qu'il faut que l'utérus se recontracte pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Donc, quand il y a une surdistension initiale, souvent, il y a une augmentation du risque hémorragique. Alors, le suivi et la conduite à tenir. Alors, comme je vous ai dit, le suivi, il doit être beaucoup plus fréquent
que lors d'une grossesse monofœtale. Donc, avec un diagnostic précoce, préconiser le repos, traiter les menaces, la prééclampsie, l'anémie, surveiller à partir de 38 semaines, nécessité d'un suivi mensuel avec un obstétricien au plus tard à 20 semaines. Donc, dès lors où le bébé commence à être viable, on commence à avoir des échographies plus fréquentes. Après 38 semaines, c'est surtout pour les grossesses biamniotiques, bicoriales. D'accord. Quand c'est une monoamniotique, monocoriale, parfois, souvent, on ne dépasse pas les 36 semaines. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de mort in utero vraiment important. Pour les monocoriales, monoamniotiques, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est surtout l'enroulement des cordons. Parce que les deux bébés bougent beaucoup dans la cavité amniotique et souvent, il y a cette complication-là. Mais pour les biamniotiques bicoriales, c'est surtout 38 semaines. Donc, une surveillance étroite doit être faite dès lors où le bébé est viable, avec une échographie mensuelle pour les grossesses bicoriales biamniotiques, avec mesure de la longueur du col à chaque échographie. Bon, mesure de la longueur du col, c'est pour dépister les menaces d'accouchement prématuré. Une surveillance échographique plus rapprochée par 15 jours est conseillée s'il existe une discordance de 20% entre les deux fœtus. Voilà. Ensuite, pendant le travail, il faut établir le pronostic de l'accouchement, c'est-à-dire voir la taille des bébés, voir le bassin de la maman, les conditions locales, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le score de Bishop. Est-ce que c'est une grossesse monofœtale monoamniotique? Est-ce que c'est une grossesse monocoriale monoamniotique? Est-ce que c'est une bicoriale biamniotique? La présentation des bébés, tout ça va faire qu'on va choisir la voie de l'accouchement. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une voie basse? Est-ce que ça va être une césarienne prophylactique? Voilà. La césarienne, quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait quand il y a une menace d'accouchement prématuré avec prématurité sévère, c'est-à-dire moins de 32 semaines. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des fœtus qui sont très, très fragiles, qui ne vont pas survivre aux contractions et au passage dans la filière génitale. On va faire une césarienne souvent dans les utérus cicatriciels, mais ce n'est pas une indication formelle. On peut accepter un accouchement pour une GG sur utérus cicatriciel. Après, ça dépend des gynécologues. Pour une présentation non céphalique du J1 aussi, ce n'est pas systématique. Ça dépend de la balance bénéfice-risque. Après, comme je vous ai expliqué, les grossesses monocoriales, monoamniotiques ou grossesses de haut rang, c'est-à-dire plus de deux bébés, là, il faut systématiquement faire une césarienne. Césarienne secondaire, là, c'est quand on accepte une voie basse, mais qu'au cours du travail, on voit qu'il y a une dystocie, que le travail n'avance pas ou que le bébé nous fait un ERCF pathologique et donc une souffrance fœtale aiguë. Donc là, il faudra faire une césarienne en urgence qui a été décidée au cours du travail. Ensuite, l'accouchement sous surveillance. Donc l'accouchement de la GG doit être fait sous surveillance, tocographique avec respect de la poche des os, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se hâter à aller rompre la poche des os. Surveillance de la dynamique utérine. Donc, pourquoi surveillance? Parce que souvent, il y a des petites pannes de contraction. Et donc, dépister ces pannes de contraction qui vont ralentir l'accouchement, c'est bien parce que ça nous permet, donc, dès qu'il y a une petite panne, on va mettre du Sento pour accélérer l'accouchement. Après l'accouchement du premier jumeau, il faut clamper le cordon et rapidement faire le diagnostic, la présentation du deuxième jumeau. Pourquoi? Parce que si le deuxième est en transverse, il faut rapidement faire la grande extraction du siège. Parce que plus on attend, moins c'est bien pour le deuxième bébé. La conclusion, c'est quoi? C'est que les grossesses multiples constituent une entité de grossesse à haut risque maternel, mais aussi fœtale, que ce soit par leurs nombreuses, et ce, à cause des nombreuses complications. Donc, c'est une grossesse à haut risque parce qu'il y a une augmentation de la morbidité fœtale due surtout à la prématurité. Et maternelle, pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation du risque de césarienne, une augmentation du risque de complications pendant l'accouchement et une augmentation du risque d'hémorragie de la délivrance. Et merci. Alors, on va passer aux questions. Corticothérapie anténatale. Alors, la corticothérapie, son indication, c'est lors des menaces d'accouchement avant 34 semaines.
Voilà, c'est ça l'indication. Après, parfois, il y a parfois, il y a des praticiens qui indiquent une corticothérapie euh, un petit peu par abus. Pourquoi? Parce que voilà, on sait que la corticothérapie va accélérer la maturation fœtale, après la maturation pulmonaire fœtale, mais en principe, à partir de 34 semaines, la maturation pulmonaire, elle est complète. Voilà, 34 semaines et 6 jours. Donc, c'est pas parce qu'elle fait une grossesse multiple, si elle ne me fait pas de menace d'accouchement, c'est pas nécessaire de mettre une corticothérapie. Bien sûr, après, si elle fait une menace d'accouchement sur une grossesse de moins de 34 semaines, c'est nécessaire de mettre une corticothérapie parce que on va gagner en termes donc, de viabilité fœtale, on va diminuer le taux de complications de la prématurité. Il y a d'autres questions? Je vous en prie.